dit que les vignes sont comme la mémoire. Elles s'enracinent profondément dans la terre, se nourrissent de leurs secrets enfuis, et ce qu'elles produisent porte la trace de tout ce qui les a précédées. Chaque cépage raconte une histoire, chaque millésime garde l'empreinte du temps. L'aube se lève à peine sur le domaine Bianchi quand Clélia et Julia franchissent le portail en fer forgé. La pluie de la veille s'est envolée comme si elle avait accompli cette mission que de préparer le ciel à l'arrivée des deux sœurs. Elles sont accueillies par un prodigieux lever de soleil qui embrase l'horizon et les vignes nues qui s'étendent à perte de vue. Il y a quelque chose de particulièrement théâtral dans ce spectacle où les couleurs fauves mettent encore plus en valeur les branches tordues des vignes comme des doigts pointés vers le ciel. Au loin, une silhouette féminine se découpe dans la brume matinale. Benvenute, bienvenue, lance la femme en français avec un accent italien à peine perceptible. Je suis Elena. Elle s'approche d'elle, ses yeux chaleureux mais emplis d'une profonde mélancolie, et les serre dans ses bras. Son français est particulièrement fluide, presque poétique. « Je vous attendais », ajoute-t-elle simplement. Clélia et Julia échangent un regard surpris. Elena sourit, devinant leur étonnement. Le français, c'est la langue que nos grands-parents parlaient entre eux, une sorte d'héritage précieux. Votre arrière-grand-père, Giancarlo, disait toujours que certaines dettes ne peuvent être payées qu'avec le cœur. Elle les guide à travers les vignes, ses gestes sont précis, respectueux, comme si chaque plan était gardien de mémoire. Marco est passé ici il y a 2 jours, dit-elle doucement. Il cherchait quelque chose dans le vieux laboratoire. Des carnets, je crois, sur les propriétés particulières de certains de nos vins. Julia sort le carnet trouvé à l'Agroturismo. Comme celui-ci ? Elena s'arrête net. Son visage pâlit légèrement. « Où avez-vous trouvé ça ?»« Papa l'a laissé pour nous, répond Clélia. Avec ce symbole. » Elle montre l'encre, entrelacée avec la plante. Elena fixe le symbole longuement, comme hypnotisée. « C'est plus qu'un simple dessin, murmure-t-elle. C'est une promesse. Une dette d'honneur envers un homme qui... » Elle s'interrompt brusquement. Une Land Rover poussiéreuse arrive à toute vitesse. « Mes frères, » souffle Elena, « ils ne doivent pas voir ce carnet, pas maintenant. Ils ne comprennent pas. »« Comprendre quoi ?» insiste Clélia. « Que certains poisons peuvent être aussi des remèdes, » répond énigmatiquement Elena. « Vite, suivez-moi dans la cave. Il y a quelque chose que vous devez voir avant qu'il n'arrive. » La cave est fraîche, sombre, des rangées de bouteilles s'alignent, couvertes de poussière. Elena se dirige vers un coin reculé, déplace quelques caisses. « Votre père cherchait ceci, » dit-elle en sortant une vieille bouteille. L'étiquette est à moitié effacée, mais le symbole de l'encre et de la plante reste encore visible, ainsi que la date 1975. Et en dessous, une inscription en français « Pour les grandes traversées ». « Elena !» Une voix d'homme résonne depuis l'entrée de la cave. « Cachez la bouteille !» chuchote Elena précipitamment. « Et rappelez-vous, tous les remèdes ne viennent pas d'ici. Certains traversent les mers. » 2 hommes apparaissent dans l'embrasure. Le plus âgé, Alberto, a les traits durs de son grand-père sur la photo. Le plus jeune, Roberto, observe la scène avec une hostilité à peine dissimulée. « Alors c'est vrai !» lance Alberto. « Les filles de Marco sont venues fouiner dans nos affaires. » Elena s'interpose, sa voix douce mais ferme. « Ce sont aussi nos nièces. Elles ont le droit d'être ici. »« Le droit ?» Roberto laisse échapper un rire amer. « Comme leur père avait le droit de nous abandonner, de partir sans un mot après la mort de grand-père ?» Clélia fait un pas en avant, le menton relevé. « C'est pour ça que nous sommes là, pour comprendre. »« Comprendre quoi ?» crache Roberto. « Comme il nous a laissé gérer seul la crise ? Comme nous avons dû moderniser le domaine pendant qu'il jouait aux médecins respectables en France ? » « Roberto » intervient Elena.
Ce n'est pas si simple. Tu sais bien que... Que quoi? La coupe Alberto. Qu'il se sentait coupable? Il aurait dû l'être. Les expérimentations de grand-père? Basta! 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 La voix d'Elena claque comme un fouet. Un silence pesant s'installe. Julia remarque qu'Elena a posé sa main sur une vieille étagère, comme pour se stabiliser. Derrière elle, à peine visible dans la pénombre, une porte métallique. « Les filles resteront », déclare Elena. « Elles dormiront dans l'ancienne chambre de Marco. »« Elena », commence Roberto. « J'ai dit qu'elles resteront. » Son ton ne souffre aucune contradiction. « Et vous savez pourquoi ? Parce que grand-père l'aurait voulu. Il parlait toujours de la dette, du devoir de mémoire. » Les deux hommes sortent, laissant derrière eux un silence chargé de non-dits. « Le devoir de mémoire ?» demande doucement Clélia. Elena soupire. Ses yeux se perdent dans les rangées de bouteilles. « Votre père, il n'est pas parti par lâcheté. Il est parti parce qu'il croyait avoir fait quelque chose d'impardonnable. Mais la vérité est enterrée quelque part entre ces murs, dans les carnets de votre arrière-grand-père, dans ses formules, dans ce qu'il appelait le remède de la mère. » « Cette nuit, murmure Elena, je vous montrerai. Il y a un endroit, le laboratoire secret. Mais pour l'instant, suivez-moi. Ces murs ont des oreilles, et certaines personnes préfèrent que les vieilles histoires restent enterrées. Alors, que devient une dette d'honneur quand elle se transmet de génération en génération? Se transforme-t-elle en poison ou en remède? Je t'en dis plus dans la newsletter du jour et à demain pour la suite de notre histoire.